Je suis très content d'en venir à Orléans. J'ai eu l'occasion de venir parler dans cette salle il y a quelques années avec mon ami Jacques Trémollet de Villers et nous parlions évidemment de Jeanne d'Arc. Et donc c'est toujours un plaisir de revenir à Orléans. Orléans est, comme vous le savez mieux que tout autre Français, est lié définitivement à l'histoire de Jeanne. Et cette histoire de Jeanne, elle nous intéresse au premier chef. J'ai vu que sa statue était au-dessus comme un signe. Et de fait, c'est un signe pour notre temps. Jeanne, je ne sais si elle était nationaliste, mais en tous les cas, elle est celle qui s'est battue pour la nation française. Et elle a compris deux choses dans sa mission. Dans sa mission, elle a compris deux choses. La première, c'est qu'il fallait que les Français soient libres, et qu'il fallait, pour être libres, il fallait qu'ils aient la victoire militaire. Et la France, c'est une longue histoire de victoires et de défaites militaires, mais il fallait une victoire militaire, et la première des victoires, celle d'Orléans, a été le signe de la vérité de sa mission. Et puis la deuxième partie de sa mission était proprement politique, c'est-à-dire qu'elle a pensé qu'il convenait de restaurer en France d'abord l'institution politique, ce qui est toujours négligé. Et donc, à un moment, après les grandes campagnes de la Loire, après la bataille d'Orléans, après les victoires de Patay, elle a dirigé l'armée et dirigé le Dauphin vers Troyes, vers l'Est, et puis ensuite en remontant vers Reims, puisque c'était là le but de sa mission. Et c'est toujours intéressant d'y revenir, parce qu'on oublie toujours, on fait de Jeanne d'Arc, mais on oublie toujours de dire ce qu'est venu faire Jeanne d'Arc. Vous avez eu droit ici à la présence de M. Macron du temps où il n'était encore que candidat ou même éventuel candidat. Il est venu en 2016, je crois me souvenir, pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Il a parlé de Jeanne d'Arc, il en a parlé relativement bien, je dis bien parce que tout le monde comprenait bien qu'en fait il parlait de lui. C'est-à-dire qu'il reprenait Jeanne comme une sorte de symbolique, mais non pas du tout pour les deux buts que Jeanne s'était proposés, mais pour lui, évidemment, accéder au pouvoir, et deuxièmement, non pas pour la nation française, mais pour son but à lui. Mais c'est assez étrange parce que dans le même temps, je ne sais si vous en souvenez, il avait donné un entretien à ce journal un peu curieux qui s'appelle L'Un, comme par hasard, L'Un, ça veut bien dire ce que ça veut dire, le dialogue de Monos et d'Una, comme dirait Edgar Poe, et il évoquait le roi de France en disant qu'il pensait que les Français n'avaient jamais voulu véritablement la mort du roi, ce qui avait éveillé une certaine curiosité dans nos cœurs et dans nos esprits. On s'est dit peut-être que Macron va changer, et de fait, quand il s'est présenté, il voulait changer. Il disait les choses ne seront plus comme avant. Alors ce soir, je vais vous parler essentiellement de lui, bien sûr, puisque vous êtes venu pour ça. Donc je vais vous parler de lui, mais ce que je voudrais, c'est pas forcément polémiquer, c'est-à-dire faire un discours de tribune, mais avec vous essayer de comprendre comment cet homme raisonne et pourquoi on en arrive aujourd'hui à ces événements que nous vivons. Alors vous voudriez beaucoup peut-être que je commence par parler des Gilets jaunes, mais non, ça viendra en conclusion parce qu'il faut, je pense, essayer de voir dans quelle perspective se situe Macron et pourquoi aujourd'hui il aboutit à ce résultat qu'une très grande partie de la France ne le comprend plus. Mais nous devons le comprendre, et nous devons comprendre pourquoi la France ne le comprend plus. C'est très important. Pourquoi nous devons comprendre pourquoi la France ne le comprend plus. Et peut-être qu'à ce moment-là, nous aurons fait, je ne dis pas un progrès, mais nous aurons une vue politique peut-être un peu plus profonde. Et donc, je commence par le Macron que nous avons connu et sur lequel nous étions dans l'expectative quand il parlait de l'ancien monde et du nouveau monde. Bon, nous sommes tous dans l'attente d'un nouveau monde, évidemment. Et on ne savait pas ce qu'il stigmatisait dans l'ancien monde, parce que chacun pouvait y mettre ce qu'il voulait.
l'ancien monde, ça pouvait être, pour les gens de gauche, la prétendue droite qui nous avait précédé, etc., etc. Chacun pouvait mettre dans l'ancien monde ce que lui-même pouvait détester, ou en tous les cas vouloir mettre de côté. Et puis le Nouveau Monde, c'est la même chose. Il avait des paroles qui étaient ambiguës, qui étaient amphigoriques. On cherchait le sens véritable de ce Nouveau Monde. Quel était-il? Il voulait construire quelque chose de neuf, pourquoi pas? Après tout, d'autant plus qu'il disait le clivage gauche-droite est dépassé, ce que le français moyen pense profondément, les partis politiques, les syndicats, aujourd'hui ne sont plus représentatifs, tout le monde le sait, et peut-être que cette dialectique est une dialectique sur laquelle nous avons vécu, et qui a été d'ailleurs extrêmement préjudiciable à la France, au cours de la 3e, de la 4e, et puis même maintenant au cours de la 5e République. Et donc il était là avec cette dialectique ancien monde, nouveau monde, et on se disait pourquoi pas, et d'autant plus qu'il ajoutait une sorte de synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Nous apprenions ça quand nous étions jeunes avec de nos professeurs hegéliens. Synthèse, il disait en même temps. Et en même temps, on disait très très bien, mais comment va-t-il réussir à faire en même temps coexister des gens qui pensent différemment, et sur certains sujets, quand ce sont des sujets où le bien, le mal, le vrai, le faux sont impliqués, comment peut-on faire en même temps du vrai et du faux, en même temps du bien et du mal, et même politiquement? Est-ce que c'est possible de porter tous les projets en même temps? Et donc c'était séduisant. Et très rapidement, il a transformé cette dialectique ancien monde, nouveau monde, je ne sais si vous vous souvenez, dans de nouveaux termes. Et c'est apparu à partir du moment très précis où il est devenu plus que candidat, mais pratiquement président. Il était le progressiste, c'est-à-dire l'homme de progrès pour lui, et opposé aux conservateurs. Alors c'était intelligent de sa part. C'était sophistique, mais c'était intelligent de sa part, parce qu'il mettait dans le clan conservateur, dans le fond, tous ses ennemis. Un syndicaliste CGT, un conservateur. Un vieux apparatchik du Parti communiste, un conservateur. Un homme de droite enquisté dans ses convictions de droite, un conservateur. Et lui, il était le progressiste, mais il ne définissait pas le mot progressiste. C'était lui qui définit le progrès, c'est lui qui dit « ça sera la réforme du progrès ». Et vous voyez bien à quel point c'est une première duplicité, une très grande duplicité, qui succédait à une ambiguïté. Progressiste, conservateur, c'est extrêmement facile, et on rejette dans le mot conservateur tout ce qui peut s'opposer à la volonté de puissance que vous voulez exercer. Et alors ces idées se sont précisées une fois qu'il est devenu président de la République. Et je vais évoquer rapidement, mais ça permet de vraiment comprendre, et ça nous fera évaluer la situation actuelle. L'un de ses premiers grands rendez-vous, je parlerai de ces rendez-vous internationaux après, parce qu'il faut d'abord aller à l'essentiel, c'est-à-dire à ses propres idées, à la manifestation de ses idées et à l'expression propre de ses idées. Et donc la première fois qu'il a vraiment exprimé ce qu'il pensait dans le fond de son esprit et de son cœur, c'est sur la PNIX. C'était donc au mois de juillet 2017, donc l'année dernière, et il venait parler à la Grèce qui était l'enfant malade de l'Europe. Il avait le gouvernement grec devant lui, il avait le Parthénon derrière lui, il était sur la PNIX, là où parlaient les orateurs athéniens, et il a fait un discours dont toute la presse a dit qu'il était extrêmement brillant. Moi, personnellement, je vous dirais avec beaucoup de simplicité, ancien élève de Madame de Romilly, que j'ai trouvé ça d'une immense platitude et avec beaucoup d'erreurs extrêmement grossières, en particulier sur la philosophie grecque et sur l'histoire grecque. Mais il profitait du cadre qui était extraordinaire, d'autant plus qu'il était illuminé,
avec un aréopage, c'est le cas de le dire, devant lui, et M. Tsipras, pour exprimer une prétendue philosophie de l'histoire. Et donc les Grecs nous ont montré l'exemple de la démocratie, et surtout les Grecs, à un certain moment, ont fondé la réalité européenne dans la mesure où les plus intelligents de leur politique auraient compris qu'il fallait faire l'unité des cités grecques, ce qui aurait été l'image de l'unité qu'il convient de faire aujourd'hui des nations qui ne sont rien d'autre que l'équivalent des cités antiques, des cités grecques antiques. Et donc il faut dépasser. Et voilà, bon, Macron, ne le citant pas d'ailleurs, mais jouant son Isocrate facile, ce qui est très facile. Seulement, le problème d'Isocrate, c'est que c'est fini par, face à Démosthène, qui lui défendait la cité grecque, avec sa pugnacité d'orateur nationaliste, c'est le cas de le dire, civique en tous les cas. L'affaire d'Isocrate s'est terminée par l'invasion de la Macédoine. Philippe de Macédoine a ramassé la mise, et depuis lors, Athènes n'a plus existé politiquement. Elle a encore existé philosophiquement, si on veut. Elle a laissé son héritage, mais cette politique s'est terminée par une catastrophe, par une invasion. Une invasion. Et après l'invasion macédonienne, ça a été l'invasion romaine. Donc c'est un sophiste. Macron est le type même du sophiste. Pour ceux d'entre vous qui se sont amusés à lire les premiers dialogues de Platon, parce que c'est les plus vifs, les plus intéressants, les autres deviennent un peu épais, deviennent un peu des cours, mais le Gorgias, le Protagoras, etc., qui sont des dialogues extrêmement vifs, vous avez la mise en scène par Platon, en face de Socrate le sage, vous avez mis en scène ce qu'on appelle des sophistes. Des sophistes. Et ces sophistes tenaient exactement le même discours que Macron. Alors je ne sais même pas s'il le sait, parce que est-ce qu'il s'est vraiment penché sur la philosophie platonicienne? Il prétend avoir lu Ricoeur et avoir été le disciple de Ricoeur. Ce qui m'étonne, c'est que Ricoeur est comme chacun sait, un protestant qui cite la Bible à toutes les lignes, et c'est à peu près un philosophe profondément théologien. Et on ne voit pas que Macron soit théologien. Tout ça, ça me paraît extraordinairement futile et superficiel. Et revenons aux sophistes. En revanche, il est sophiste. Que disait Gorgias, que disait Protagoras, que disait Calliclès? Il disait « Nous sommes les plus forts et nous sommes faits pour gouverner la cité. » Pourquoi? D'abord parce que nous avons réussi notre vie et que nous avons gagné beaucoup d'argent. Oui, nous avons gagné beaucoup d'argent. Nous sommes capables de gagner beaucoup d'argent. Et pourquoi nous gagnons beaucoup d'argent? Parce que nous tenons un discours qui est capable d'éclairer les gens intelligents et qui par conséquent nous paye comme il convient. Et d'autre part, nous avons un but qui est d'animer cette démocratie athénienne qui croupit, qui manque d'idées, et nous avons des idées, et nous sommes faits pour préparer les jeunes gens à la prise de pouvoir. Nous sommes faits pour l'argent et nous sommes faits pour le pouvoir. Macron ne disait pas autre chose. Je ne sais si vous vous souvenez, mais il y a encore un an et demi, quand il était encore que candidat ou pré-candidat, ce qu'il expliquait au monde, c'est que lui, il savait gagner de l'argent, il en était très fier, pourquoi pas? Mais enfin, c'est quand même pas comme ça qu'on se présente devant des électeurs, en principe. Et deuxièmement, je sais faire pour la prise de pouvoir et pour la communication. Parce que le sophiste, ensuite, il explique ce qu'il faut faire pour garder le pouvoir. Et pour le garder, il faut faire de la communication. Alors, ce n'était pas le mot grec qui était employé à l'époque, mais ça revenait exactement à ça. C'est-à-dire qu'il faut faire, comme on dit maintenant, de la pédagogie. Et à ce moment-là, le peuple sera éduqué selon les volontés des gens qui sont plus intelligents
Et on retrouve là exactement le 1984 ou le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, hein, cette définition des alpha plus d'un côté et puis des epsilon. Vous êtes des epsilon, je suis un epsilon, nous sommes gouvernés par des alpha plus qui, eux, ont le droit évidemment de diriger pour vous et de vous indiquer la bonne direction et surtout de vous faire de la pédagogie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, en ce moment, il semble que le peuple français commence à se révolter, parce que qu'est-ce que c'est que ces gens, et de quel droit nous font-ils de la pédagogie? Franchement, je pense que vous êtes indignés comme moi. Il y a quelque chose il y a un orgueil, mais monstrueux derrière tout cela. Donc ce qui compte, c'est le discours, la réussite, l'argent et le pouvoir. Et la grande pensée qui est derrière ces sophistes, c'est que la vérité en elle-même n'existe pas, mais elle se fabrique. Et elle se fabrique comment? Elle se fabrique par le discours. On dirait aujourd'hui par la communication, par la pédagogie. Et en face, il y a Socrate. Et Socrate dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que l'amour? Donne-moi une définition. Qu'est-ce que l'homme? Et pourquoi l'homme est-il là? Pourquoi est-il pourquoi vit-il dans la cité? Et Socrate mène son monde vers des définitions justes. Et ce qui compte pour Socrate, c'est le vrai, le faux, le juste, l'injuste. Le laid et le beau et le laid plutôt. Ce discours sur l'aptique est déjà très révélateur. Et personnellement, il m'avait frappé, parce que je me suis toujours intéressé à la philosophie grecque, à l'histoire grecque, à la langue grecque même, et j'ai toujours trouvé, là le premier défaut de Macron, son défaut essentiel, c'est fondamentalement un sophiste. La vérité se fabrique en même temps. Le deuxième discours, où il se révèle tel qu'il est, c'est quand il fait le professeur à la Sorbonne. C'était au mois de novembre, c'était exactement il y a 1 an. Et là, il avait évidemment son public d'adulateurs, il était bien préparé, et il a fait son professeur pour expliquer son projet. Alors, Solapnix, il était une sorte de prophète, et là, il enseignait. Et il expliquait, il est impossible de rester dans le cadre français. Donc il développait son idée. La France est insuffisante. Alors, ça ne se sentait pas trop, parce qu'il s'arrangeait très habilement à chaque paragraphe pour faire à un moment un basculement en disant « mais la France peut retrouver toute sa place si elle se situe dans le cadre qui ne peut être que le cadre européen ». Alors il énumérait l'économie, la fiscalité, la monnaie, la zone euro, le numérique, la recherche. Alors évidemment, c'est très facile d'expliquer que, évidemment, si on additionne des investissements dans la recherche, ça fait des investissements plus importants que si on a des investissements en solitaire. Bon, très bien, c'est très facile. La défense. Et sur la question de la défense, il est allé très loin, puisque pratiquement il a accepté, déjà, dans le discours de la Sorbonne, relisez-le bien. Les gens n'ont pas fait très attention parce que c'est un discours très ennuyeux, très long, mais relisez-le bien. Déjà, il annonce que pour créer que la seule souveraineté qui compte pour l'avenir, c'est la souveraineté européenne. Que donc la France souveraine n'existe plus. À ses yeux, elle est dépassée. Et donc il faut qu'elle renonce à ses attributs de souveraineté, en particulier dans la défense. Pourquoi pas? Déjà, il l'exprimait, et il l'a redit par la suite, renoncer à l'exercice seul de sa prérogative nucléaire, puisqu'elle est la puissance nucléaire, et de la remettre à l'Europe, et de partager avec l'Allemagne et avec l'Europe son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire, vraiment, son intention est de s'aborder la souveraineté française. Il n'y a rien de plus significatif, on peut en penser ce que l'on veut, hein, de la dissuasion nucléaire, mais il n'y a rien de plus significatif
de la souveraineté que le fait que le seul chef de l'État français a la capacité de dire, de déclencher le feu nucléaire. C'est-à-dire d'exercer la dissuasion française qui permet précisément d'éviter d'être attaqué. C'est considérable. Sur le numérique, je ne sais ce qu'il en est. Mais il est évident aujourd'hui qu'on s'aperçoit que le numérique lui-même devient de plus en plus national. Pourquoi? Parce que les gens veulent se défendre, précisément parce qu'il est par nature non national. Et lors de l'université, il a tenu des propos, mais extravagants. Et là aussi, ne tenant mais plus aucun compte des nations, c'était pas simplement Erasmus, mais c'était tout petit français devait privilégier 2 autres langues, il devait apprendre l'allemand qui soit l'équivalent du français, parce qu'il tient beaucoup à l'Allemagne, sa chère Allemagne, il aime l'Allemagne, il adore l'Allemagne. Et il y revient constamment, et c'était d'ailleurs pratiquement en parallèle de son discours de la Sorbonne, vous aviez le mot Allemagne dans tous les paragraphes. C'était avec l'Allemagne d'abord que nous devions faire cette unification. Et donc tout Français devait se sentir un étudiant allemand et éventuellement un étudiant anglais. Puis il y avait déjà eu le Brexit, alors il ne savait pas très bien comment s'y mettre. Et donc il n'y avait plus d'université française. Pour lui, il ne devait plus y avoir, il l'a dit, que des universités européennes. Comme si l'Europe se construisait à coup de décrets. Mais je suis désolé, prenez n'importe quel jeune français. D'abord, il y a très peu de jeunes français qui parlent allemand, c'est comme ça. Et il y a encore moins d'Allemands qui parlent français. Bon. Donc c'est le refus de la réalité. Je dresse un plan, et tout le plan est, comme on dit maintenant, hors sol. On fait comme si l'Europe existait déjà, comme si sa souveraineté était présente, et comme elle n'est pas présente, on lui donne tous les attributs de la souveraineté. Et le troisième discours, qui vient parachever dans une sorte de triptyque, cette compréhension de la pensée macronienne, mais il faut y pénétrer pour bien, je répète ce que je vous ai dit en avant-propos, pour bien comprendre sa position actuelle, qui d'ailleurs va devenir de plus en plus délicate. C'est en janvier, quand il s'est rendu à Davos et qu'il a fait son discours devant ce public choisi, ce public de décideurs, comme on dit. Il y avait quelques hommes politiques, il y avait surtout des économistes et des financiers, puis il y avait beaucoup de journalistes qui lui ont fait une standing ovation. Et là, il a encore repris son thème, mais il l'a développé de façon encore presque plus naturelle, parce qu'il avait quitté ses notes. Et chose extraordinaire, le chef de l'État français vient et s'exprime en anglais. Mais un anglais pitoyable, un anglais de français. Vous le connaissez, on l'a tous pratiqué en international. Moi, j'étais commissaire de la marine. Je sais comment font les Français, surtout à ma génération. Enfin, peut-être qu'à la sienne, c'est un peu mieux. Enfin, c'est du globish. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Quand un chef d'entreprise français se met à parler anglais, au milieu des Anglais, il est toujours, et c'est terrible, on n'arrive pas à leur faire comprendre. Ils sont grotesques. Voilà. Bon, alors il a parlé globish. Trump a parlé anglais, évidemment, américain. Xi Jinping a parlé chinois. Tous les autres chefs d'État ont parlé dans leur langue nationale. Macron, il a parlé globish. Et simplement, dans la deuxième partie, il a parlé français. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qu'a-t-il expliqué dans ce discours de Davos, qui est capital pour vraiment bien percevoir non seulement sa personnalité, sa pensée, mais également son ambition, ce qu'il veut faire. Alors il a expliqué devant ce public international, quel culot, il a expliqué qu'il venait de remporter une grande victoire en France et qu'il avait battu les nationalistes. Et c'est la première fois qu'il a employé le mot nationaliste. Il a battu les gens qui étaient fermés sur eux-mêmes, donc ce qu'il appelait dans un premier temps les conservateurs,
et qu'il avait été le candidat du progrès et du progressisme, c'est-à-dire de l'intelligence. Il l'a dit. Et il a parlé de la France pour dire « il était grand temps que j'arrive, j'ai sauvé la situation, ça a été -2, mais enfin j'étais là, et vous pouvez me faire confiance, j'ai réussi, et je continuerai à réussir. Je tiens la France pour la mettre à la règle du progrès, et à la règle de la globalisation, puisqu'il a employé le mot, de la mondialisation heureuse. C'est son expression. Et il ajoutait, je me donne 5 ans pour refaire le contrat social français. Il a employé le mot contrat. Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, vous savez, prétendument, enfin, prétendu contrat, dont notre constitution serait le texte. Et je suis là pour refaire le contrat social français. Et je me donne, il a précisé, je me donne 5 ans. 5 ans, donc c'était les 5 ans de son quinquennat. En 5 ans, chers amis, il veut éduquer les Français pour les faire rentrer dans un nouveau contrat social qui ne sera plus un contrat conservateur, mais qui sera un contrat progressiste pour rendre les Français un peuple intelligent. Ce qui veut dire, chers amis, que nous sommes idiots. Il l'a dit devant un public. Et il a continué. Mais je ne m'arrêterai pas là. Et il a ajouté, je me donne 10 ans pour transformer l'Europe. Et après le contrat social français qu'il faut revisiter, il y aura le contrat européen. Et là aussi, il est en grand péril, mais je suis là, et le coup que j'ai fait en France, je vais le refaire au niveau européen. C'est-à-dire que je vais faire comprendre aux Européens qu'il est plus intelligent de s'associer, d'être renforcés entre eux, et d'entrer, eux aussi, dans cette grande ère du progrès, avec toutes les réformes qui s'imposent, qui sont des réformes économiques, financières, bien sûr, et puis refaire la zone euro. La zone euro, et là, il a dit, c'est en toutes lettres, il faut absolument que les pays se mettent à la règle que les Allemands ont de voir à l'étranger comment ça se passe pour réussir. Mais là, c'était le modèle. Le modèle allemand doit s'imposer à tous les pays d'Europe. Et à l'époque, Merkel n'était pas encore entrée dans ses difficultés. Donc, il était là à hisser l'Allemagne au rang de modèle européen. Et il fallait d'une certaine manière que l'Europe devienne allemande. Avec des règles allemandes et avec une gestion de la zone euro. Et alors, ce qu'il demandait, c'était que les Allemands aient la compréhension que les autres peuples étaient d'une certaine manière moins doués qu'eux, et que par conséquent il fallait qu'ils attendent que ces peuples, par l'éducation, la pédagogie, apprennent à mieux gérer leurs comptes, et qu'en attendant, ils acceptent d'assumer le recours financier. N'oubliez pas que Macron a été le conseiller de Hollande, et que toute la politique de conseiller économique, en même temps qu'il a été le secrétaire, enfin le second... en seconde au secrétariat général de l'Élysée. Mais il est de ceux qui ont soufflé à Hollande, les eurobonds. Vous savez comment les Allemands, en particulier Schäuble, qui à l'époque était le ministre des Finances allemand, ont accueilli une telle demande. C'est-à-dire, les Allemands vont être le dernier recours financier et économique de l'Europe. Et donc, les Grecs, les Italiens, les Français peuvent continuer dans leurs dettes, puisqu'il y aura les économies allemandes. Et évidemment, les Allemands ne marchent pas. Il prend les Allemands pour des idiots, comme il prend les Italiens pour des idiots. Mais c'est grave de prendre des Italiens pour des idiots. C'est grave de prendre des Allemands pour des idiots. Et c'est encore plus grave de prendre des Anglais pour des idiots. Mais donc, il se donnait 10 ans. 10 ans pour réussir cela. Et là, il parlait donc dans un anglais de, je ne sais pas comment dire, d'étudiants français, d'étudiants d'énarques français. Et là, il s'est mis à parler en français pour la 3e partie, qui était la plus véhémente. Et là, il parlait français pour parler du monde. 5 ans pour la France, tremplin, 10 ans pour l'Europe,
Et après, eh bien, il a parlé, après avoir parlé du contrat français, du contrat social français, du contrat social européen, il a parlé du nouveau contrat social mondial. Mondial. Il faut entrer dans la cohérence de l'ambition de ce bonhomme. Hein. C'est fantastique. Et alors là, il a expliqué son affaire. Il a expliqué son affaire. Il est fait pour le monde. Il est le maître de la terre. Le maître de la terre, dans le roman de Monseigneur Benson, il va au-delà des nations, au-delà des religions, et des différences de sexe, de race, et il veut établir la fraternité universelle. Et donc il a expliqué ça. Et en disant, maintenant vous êtes ici, un public extrêmement intelligent, le plus intelligent de la Terre, ça revenait à ça, là je force un petit peu la note, mais c'était ça ce que ça voulait dire. Et il faut que vous compreniez quelque chose que moi j'ai comprise et que vous avez peut-être du mal à comprendre, à savoir que les peuples n'entreront pas dans la mondialisation heureuse, ne comprendront pas que la globalisation c'est le bonheur de demain, la grande fraternité universelle. Pourquoi? Parce que la façon dont vous dirigez le monde fait que les inégalités s'accentuent, fait que les gens ont le sentiment d'être dépossédés et de perdre leur chair, leurs os, leur patrimoine, leur avoir. Et il a fait une peinture assez réaliste des conséquences de la globalisation, en disant aujourd'hui, incontestablement, 99% des richesses du monde sont rassemblées sur 1% de la population. Et le reste vit de plus en plus misérablement. En quelque sorte, il ne l'a pas cité parce qu'il ne le sait même pas, mais en quelque sorte, le schéma marxiste est en train de se réaliser au moment où Marx est mort et où tout est fini du marxisme. Oui, il y a quelque chose de fascinant dans ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et donc il leur explique, vous êtes des gens responsables, des gens intelligents, et vous devez comprendre cela. D'où une œuvre, et je reprends le mot parce que c'est le mot qu'il emploie, de pédagogie. Nous devons être pédagogues et expliquer aux petits, aux humbles, aux sans-grades, aux gens qui ne comprennent rien, et qui aujourd'hui remettent des gilets jaunes, mais ça vous permet de comprendre son attitude aujourd'hui. Il va falloir se pencher avec eux avec une certaine commisération et en tâchant d'avoir le souci de leur gêne, et pour apporter une certaine réponse, mais qui ne remettent pas en cause le grand projet mondial. Il faut simplement qu'ils entrent dedans, qu'ils comprennent que c'est ça leur avenir. Et il finit par une péroraison qu'il croit superbe à la philosophique, je ne sais plus s'il cite un auteur peut-être, et alors il explique à tous par terre de gens qui allaient prendre ensuite vraisemblablement un bon whisky avant d'aller se goberger. Il leur explique, vous savez, la frontière, il n'y a plus de frontière aujourd'hui, c'est fini. La frontière, elle est où? Elle est dans nos propres esprits. Ça a été sa conclusion. La frontière, elle est dans nos propres esprits, et il a fait du Kant, de l'abbé de Saint-Pierre. Si nous voulons établir la paix universelle, il faut d'abord qu'en nous-mêmes, et ça c'est son côté homélitique, il ne peut pas s'empêcher de prêcher comme une sorte de curé, il ne peut pas s'empêcher de faire la morale, d'expliquer les choses avec un point de vue prétendument supérieur, religieux, presque religieux, mais de quelle religion on ne sait pas, la religion de la mondialisation, la religion macronienne, et donc les frontières, c'est dans notre propres esprits, dans nos propres cœurs, nous devons évidemment les faire sauter, les écarter, ces frontières, et quand nous serons réconciliés avec nous-mêmes, nous pourrons réconcilier le monde lui-même avec lui-même. Je ne sais ce que vous pensez. C'est... Bon. On reste abasourdi. Parce que
entre nous soit dit, les politiciens, ils ont tous tenu des discours de ce genre. Aristide Briand avant la guerre, Marc Sangnier, Jaurès avant la guerre de 14-18, même après-guerre, Hollande, Mitterrand, tout le monde. Mais personne n'y croyait, ou très peu. Briand peut-être un peu, mais Briand c'était pour se faire valoir. Mais lui, c'est sa pensée. Est-ce qu'il y croit vraiment? Je ne suis pas sûr qu'il croit vraiment, mais c'est sa foi. Il n'en a pas d'autre. Pour le reste, il se prétend agnostique. Et c'est sa foi. Et il engage toute sa personnalité sur ce point, sur ce sujet. Il est l'homme qui a mieux compris que les autres. Et parce qu'il a mieux compris, il a un devoir vis-à-vis du monde. Et il va le remplir. Il se donne 5 ans pour la France. C'est mal parti. Mais il croyait l'année dernière que c'était très bien parti, qu'il allait réussir. Il se donne 10 ans pour l'Europe. Il croyait que c'était bien parti l'année dernière. Et comme chacun sait, c'est très mal parti. Ça va être maintenant mon explication. Et puis pour le monde, c'est encore plus mal parti. On l'a applaudi. Mais quel est le phraseur qui va reprendre un pareil discours? Évidemment, vous n'avez aucun chef d'État qui va dire qu'il veut la guerre. Vous n'avez aucun chef d'État qui va expliquer que ce qu'il souhaite, c'est l'explosion du monde. Même pas le tyran coréen. Même pas le tyran coréen. Quand il fait un discours, il fait un discours trompeur, évidemment, mais qui correspond aux intérêts de son pays. Lui, le drame, comme disait Mirabeau à propos de Robespierre, cet homme est dangereux parce qu'il croit tout ce qu'il dit. Je pense que Macron croit tout ce qu'il dit. D'une certaine manière. Il n'a pas de distance. Pas plus qu'il n'a de distance par rapport à ses comportements. Ce qui fait qu'il se trahit. Seulement, la scène internationale change. La scène internationale ne correspond mais absolument pas à son rêve. Ça, c'est ce qu'il a appris à Sciences Po. C'est ce qu'il a appris à l'ENA. C'est même ce qu'il a appris vraisemblablement chez les jésuites d'Amiens. C'était un peu la doctrine commune ecclésiale dans les années où il a fait ses études, les années 90. Une espèce de pacifisme vague, idéaliste, où il n'y a plus de religion, en tous les cas il n'y a plus de dogme, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vérité ferme, mais on va de l'avant. Bon. Et cet ensemble se trouve tout à coup confronté à une réalité qui est tout autre. Alors, la réalité internationale d'abord, puis la réalité nationale ensuite. Et c'est à ce à quoi il se heurte aujourd'hui. Alors, il avait reçu Poutine à Versailles parce qu'il avait un sens du théâtre. C'est comme ça qu'il a connu Brigitte, chacun le sait. Mariage étrange. Et on se demande de quel côté est l'infraction. Il y a une volonté, il y a une volonté de rupture, une volonté de commettre ce qu'il ne faut pas commettre. Et il y a dans la personnalité de Macron quelque chose d'étonnant. Et donc il sait se mettre en scène. Vous vous souvenez du soir de l'élection présidentielle, cette cérémonie au Louvre, il a choisi le Louvre, c'est beaucoup plus astucieux que de choisir la place de la République, hein, bien sûr, où en plus de ça, vous avez peut-être des drapeaux étrangers qui viennent fleurir la statue, tandis que là, au Louvre, il y avait la musique de Beethoven, évidemment les chœurs de la 9e symphonie, et puis il y avait ce triangle de la pyramide, et je ne sais si vous vous souvenez de la fin de son discours, où il a évoqué, il suscitait l'enthousiasme de la foule qui était là, délirante, plus ou moins délirante, puis à un moment il parle de son adversaire, et la foule hue, et à ce moment-là il fait un geste d'apaisement. Non, chers amis, ne huez pas, parce que même eux, et à la fin, son discours se termine
sur le mot amour. Exactement comme le discours de Fessenborg dans le Maître de la Terre. Et à ce moment-là, a bondi sur la scène, Brigitte, et puis toute la petite troupe de Macron, enfin plus exactement des parents de Brigitte. C'était une mise en valeur personnelle que je pense aucun candidat avant n'avait pensé à quelque chose de comparable. Et c'est poursuivi. Il a reçu à Versailles, sa première grande rencontre internationale s'est déroulée à Versailles. Il se souvenait vraisemblablement de Mitterrand, je ne suis pas sûr parce qu'il était très jeune. Mitterrand avait le sens de la monarchie et de la royauté. Et quand il a fait sa première rencontre internationale, Mitterrand l'a faite au château de Versailles, dans la Galerie des Glaces. Il a organisé un grand repas, un grand dîner. Et il y avait tous les chefs d'État. Et même, c'est une petite anecdote que je peux vous glisser, il s'était arrangé pour que le protocole plaçât à chaque angle de la grande table les 4 dames qui avaient le privilège d'être ses maîtresses de l'instant. De telle sorte que de quelque côté qu'il tourna son regard, il avait une figure aimable et complaisante à contempler, à regarder, et qui le soutenait d'un regard amoureux. Et ça, c'est du Mitterrand. Alors Mitterrand avait aussi ce sens-là, mais Macron, oui, il a commencé à Versailles. Il sait profiter des lieux. Le Louvre, ça a une autre gueule, c'est impérial, c'est royal. Versailles, évidemment, c'est une autre gueule que la place de la République ou la place de la Bastille. Donc il reçoit Poutine. Et bien des amis, et puis même nous-mêmes, même moi-même, à un moment, je me suis dit, c'est quand même pas mal ça. À l'occasion de l'exposition sur Pierre le Grand, de renouer des relations à un haut niveau. Enfin, on sort de la Hollandie pitoyable qui nous avait fait honte, qui avait fait honte à la France dans toutes les rencontres internationales où ce garçon ne savait même pas se tenir, même pas se comporter, même pas nouer sa cravate. Enfin, c'était insupportable, oui. Ça n'empêche pas de continuer à penser qu'il pourrait être encore de nouveau président de la République, c'est inimaginable. Et quant à Trump, bon, c'était le 14 juillet. Et il a su ravir Trump avec des petits amusements. Et en même temps, il liquidait le chef d'état-major des armées françaises. Hein. Mais malgré cela, tout de suite, il s'est imaginé qu'il allait séduire et Poutine et Trump. Mais Trump n'a pas changé d'un iota. On peut penser ce que l'on veut de Trump, on peut être trumpiste, anti-trumpiste. Bon, c'est un garçon qui visiblement n'a pas de manière. Il n'en fait qu'à sa tête. Mais n'empêche que lui, First America First. Il pense à l'Amérique d'abord. Alors, on peut contester, mais il pense à l'Amérique d'abord. C'est-à-dire que toutes les décisions qu'il prend, il les prend en... Voilà. Et on a beau dire qu'il va vers la catastrophe, pour le moment, il a toujours... il a réussi à mettre le Mexique, le Canada, l'Europe, l'Allemagne, l'Iran. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il fait, mais peu importe. Et Macron s'est imaginé que Trump allait rentrer dans son jeu. Mais Trump n'est absolument pas entré dans son jeu. Et Trump est en train de le faire chanter. Et il l'a bien fait chanter à propos du 11 novembre, on va y revenir tout à l'heure. Mais c'est surtout, donc, il y a Trump, il y a Poutine, il y a la Chine de Xi Jinping. Et les nationalistes. Alors il va faire la guerre aux nationalistes Xi Jinping, il va faire la guerre aux nationalistes Poutine, il va faire la guerre aux nationalistes Trump, il va faire la guerre aux nationalistes maintenant Bolsonaro, il va faire la guerre à tous les nationalistes du monde, mais il va faire la guerre à tous les pays du monde. C'est aberrant. Parce qu'il a une distinction dans la tête et qu'il veut la faire prévaloir. Mais cette distinction, elle est complètement idéologique. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le nationalisme, il ne sait pas ce que c'est qu'une nation, il ne sait pas ce que c'est que l'histoire. Jamais à l'ENA, on lui a fait une leçon là-dessus. Jamais. Et alors, il a tout misé sur l'Europe. Mais l'Europe se délite sous ses yeux. Alors maintenant, ça y est, même
comment s'appelle-t-il, le chroniqueur du Figaro comment? Yvan Rioufol? Non, pas Yvan Rioufol, parce que Yvan Rioufol, bien sûr, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, mais l'autre, celui de l'Institut Montaigne, là, comment s'appelle-t-il? Bon, le nom va me revenir tout à l'heure, c'est pas bien grave, que je lis attentivement toutes ces chroniques. Il est obligé de constater que Macron est en train de le discours de Macron était exactement le discours qu'il tenait, hein, qui était tenu par les élites françaises. Et là, il y a un décalage. Et le décalage est en train de s'accentuer sans que Macron s'en soit rendu compte jusqu'à présent. Alors maintenant, il commence à se rendre compte. Mais c'est très grave quand quelqu'un se rend compte de son espèce, commence à se rendre compte que la réalité ne répond pas à ses rêves, parce qu'il est capable de n'importe quoi. Alors en 2015, il y a eu la crise migratoire, et puis vous savez ce qui s'est passé, comment l'Europe de l'Est s'est révoltée contre Bruxelles. Je ne vais pas vous refaire toute l'actualité de ces dernières années. Le groupe de Visegrad, comment Bruxelles a attaqué la Pologne dans sa politique intérieure à propos de réformes sur la justice, et donc a mis en branle la fameuse article 7, et la même chose, le même article 7 contre la Hongrie. Le problème, c'est que pour que la procédure soit valide, il faut l'unanimité au Conseil des ministres, et donc des chefs de gouvernement. Donc il n'y aura pas, puisque précisément la Pologne ne votera pas, et la Hongrie ne votera pas. Donc il y a là un drame qui est en train de se jouer. Je dis bien un drame. Imaginez cette superstructure européenne, c'est quand même 60 000 fonctionnaires, c'est énormément d'argent déversé, qui continue d'ailleurs à être déversé sur les fonds structurels. C'est des politiques qui ont été créées depuis plus de 50 ans et qui se heurtent à l'impossibilité pratique de ramener les nations à l'unique cadre européen. Alors, dernièrement, il y a eu le Brexit. Le Brexit. Et comme a dit Theresa May, jamais les Anglais ne reviendront sur le Brexit. Et Theresa May, on la prend pour une imbécile, mais Theresa May n'est pas une imbécile. Elle se débrouille comme elle peut, avec un régime parlementaire qui est difficile. Elle a une droite, elle a une gauche, elle a des gens qui veulent lui faire des croche-pieds, mais elle est en train d'essayer d'obtenir ce qu'elle veut obtenir, et peut-être qu'elle l'obtiendra, parce que je ne vois pas comment Michel Barnier pourra dire non. C'est comme on ne peut pas résoudre ce problème de la frontière avec l'Irlande, c'est qu'elle va obtenir le marché commun. C'est ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'ont obtenu les Britanniques? Ils ont obtenu que tout le droit européen, et en particulier le droit français, soit transformé en droit anglo-saxon. Nous avons maintenant un droit anglo-saxon, droit commercial. Anglo-saxon, avant d'avoir un droit civil. Et qu'est-ce qu'ont obtenu les Allemands? C'est que le droit public est devenu un droit germanique. Et ce sont des Français, comme des crétins qui sont, avec leur intelligence, parce qu'ils sont intelligents, avec l'esprit cartésien qui tiennent généralement les cours européennes de justice, et qui appliquent avec implacabilité les décisions, les directives et les décisions de la Commission européenne. Monsieur Moscovici, il est au service, non pas de la France, alors il se met au service de Macron. Vous savez qu'ils ont dîné il y a 3 jours. Ils sont tellement inquiets que Juppé, Raffarin, Moscovici et Macron sont là à faire de la stratégie pour se dire comment va-t-on faire. Et pas du tout la question des gilets jaunes. Ça, c'est le prétexte, c'est le hors-d'œuvre. Quelle est la vraie question? C'est les élections européennes. Et c'est là où ils paniquent, tous. Parce que la chose peut leur échapper. Donc le Brexit, quand on prend... prendre Churchill pour un imbécile, il faut être soi-même un imbécile de première bourre. On peut penser ce que l'on veut de Churchill. Moi, j'ai mon avis particulier, mais bon, je ne suis pas anglais, donc... Mais les Anglais ont un sens national très fort. Vous vous souvenez des articles du Figaro Saumon il y a encore 6 mois? La City allait s'installer à Paris. Mais bien sûr, c'était évident, la City allait s'installer à Paris. Non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils installaient des filiales, parce qu'ils seront, pardonnez-moi de parler le franglais, ils seront le Singapour, l'offshore de l'Europe. Ils ont tout compris. Ils vont garder tous les avantages possibles. Alors ils vont payer pendant, ça va durer 2 ans, 3 ans, ils vont payer dur, incontestablement, mais ils ne paieront jamais leurs 45 milliards.
Quand Barnier est là, avec le solennel démocrate chrétien, ça fait 45 milliards, Madame Theresa May. Theresa May dit oui, ne paiera jamais. Vous avez vu Thatcher payer? Thatcher n'a jamais payé. Mais Tony Blair n'a jamais payé non plus. Enfin, voyons. Ce qui leur plaît, eux, c'est que l'Europe est devenue anglo-saxonne. Et nous allons même prendre les lois sociétales des anglo-saxons. C'est fait. Faut être, je sais pas, il faut être bête comme nos hommes politiques, comme nos énarques, pour ne pas comprendre ces choses qui sont des évidences pour moi. Enfin, pour moi, pour vous aussi, j'imagine. Enfin, je l'espère. Le Brexit, l'Allemagne, bon, l'Italie. Ça allait venir, ça se voyait. Alors l'Italie, bon, alors tout le monde dit oui, mais c'est le désordre. Mais bien sûr, tout le monde le sait, depuis le Xe siècle, depuis la fin de l'Empire romain, l'Italie c'est le désordre. Bon. Et jamais l'Italie n'a été plus prospère et n'a été plus artistique qu'au Quattrocento, au moment où toutes les cités se passaient leur temps à s'entretuer. Bon, c'est comme ça l'Italie, comme me disait un grand Italien que j'ai bien connu, qui était un grand professeur. Il m'a dit, vous savez, l'Italie, c'est un orchestre sans chef d'orchestre. Et ça marche beaucoup mieux sans chef d'orchestre qu'avec un chef d'orchestre. Eh bien, bien sûr, et prendre des Italiens pour des imbéciles, mais attendez, un Italien, c'est surtout les Italiens, enfin, les Italiens qui sont dans les affaires, c'est des gens qui sont, tout le monde vous le dira, c'est des gens qui sont prodigieusement astucieux et qui vous diront jamais ce pourquoi ils font. Et jamais ils ne diront qu'ils vont sortir de l'euro. Mais comme les Allemands. Les Allemands sortiront par en haut et les Italiens par en bas. Et les Français resteront au milieu avec un euro dont ils ne sauront pas quoi faire. Parce que les Allemands auront le Deutschmark et puis les Italiens, ils attendent que ce soit les autres qui prennent la décision. Et la commission de Bruxelles rentre dans le piège, à fond, à fond, à fond. Mais il faut revoir ton budget, c'est pas bien, c'est pas bien. L'Italien, il rigole, il regarde et puis il dit, mais si, il est très bien mon budget. On feuillette, puis il va bien sûr, mais attendez, je ne vais pas sacrifier les intérêts italiens pour vous faire plaisir. Bon, et puis vos accords de Dublin, ben vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais moi, c'est terminé, l'Aquarius, je ne le reçois plus. Et je ne veux pas marcher avec un truc qui est contre l'Italie, puisque c'est moi qui reçois. Donc ensuite, je suis censé inscrire, et une fois que j'ai inscrit, c'est moi qui suis responsable de la suite de ce qui se passe. L'Italien, il dit, vous me prenez pour un corneau. L'Italien n'est pas un corneau. C'est Macron qui est un corneau. Parce qu'il ne comprend pas ça. Et les Allemands, maintenant, l'Allemagne elle-même. Mais la Merkel, elle a exagéré. Puis c'est la fin de Merkel. C'était prévisible. Il fallait le voir venir. Et d'abord, elle s'est disputée avec ses propres amis de la CDU-CSU, notamment son ministre de l'Intérieur, Seehofer. Et puis sa grande coalition, c'est plus une grande coalition. Il faut qu'elle traite perpétuellement avec les uns, avec les autres, avec la droite, avec la gauche. Et les Allemands, alors les Allemands, ils devraient en principe retourner vers les urnes, mais ce qui les retient, c'est qu'ils se disent mais c'est les autres qui vont en tirer profit. C'est soit les Verts, soit l'AfD. L'avenir pour l'Allemagne. Moi, je parle français. Je parle français, oui, c'est ça. Oui, oui. Et donc, Merkel, elle est très, très, très mal prise. Et alors, les derniers sommets européens ont été marqués par toutes ces dissonances, évidemment. Le sommet du 29 juin a été une tromperie, mais énorme, montée par Macron. Ça se délitait sous ses yeux, donc il a été le maître d'œuvre. Merkel était dans ses petits souliers, elle venait de perdre ses élections, elle ne savait pas ce qu'elle allait devenir, elle a passé son temps, paraît-il, avec Sébastien Kurz, le chancelier autrichien, pour essayer de s'entendre sur la question des frontières. Parce que les migrations, elles passent, donc elle voulait surtout pas avoir de nouveaux problèmes à ce sujet-là. Et donc c'est Macron qui a tout mené. Il y a eu une nuit complète de tractation. Et Macron allait de l'un à l'autre, et ils ont fait un texte le lendemain, et Macron est sorti de la salle,
triomphant en disant « les nationalistes ne l'ont pas emporté ». Tout le monde ricanait derrière, évidemment, tous les autres chefs d'État ricanaient derrière, chefs de gouvernement, ricanaient, et donc c'est lui qui a fait le texte final. Mais dans le texte final, il n'y avait plus aucune obligation. Et notamment, on avait supprimé le mot quota, qui était pourtant le motif principal de cette réunion, de savoir comment on allait se répartir les quotas de migrants. Et tout était remis à la bonne volonté, donc on ferait du volontariat. Il était admis que chaque pays pouvait installer chez lui des camps de triage. C'est bien, hein, c'est gentil, hein. C'est l'Europe de Bruxelles, les camps de triage. On croit revenir très longtemps en arrière. Des camps de triage. Parce que ce sont des humanistes, ces gens-là. Des humanistes, donc des camps de triage. Puis, ensuite, on a demandé, après la réunion, on a dit, mais qui est volontaire? Personne. Et quand on a dit à Macron, le journaliste a dit, mais vous, monsieur le Président, ah non, en France, nous, on n'en aura pas. Ben, évidemment, le camp de triage, tout le monde comprend ce que ça veut dire. On préfère que ce soit l'autre. Alors tout le monde attendait l'Italien attendait que ce soit le Français qui fasse le camp de triage pour amener en colonne couvrée tous ces migrants. Allez, ce seront les Français qui feront le triage, puisque celui qui fera le triage, ensuite, c'est lui qui a mis sur ses ordinateurs, et donc c'est lui qui doit suivre. Évidemment, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc ce prétendu succès du sommet du 29 juin a été en fait une déroute totale, mais totale. Et sur un autre point également, dont on n'a absolument pas parlé, parce que Macron a fait une deuxième nuit de travail, une deuxième journée, une deuxième nuit de travail sur la question de la zone euro. Et là, il voulait évidemment obtenir des Allemands, et puis de l'ensemble de l'Europe, qu'elle soit d'accord pour un renforcement de la zone euro, avec un ministre propre, avec un budget propre, vous connaissez ses idées, et avec son idée par derrière, parce que c'est la même chose que les eurobonds, ça veut dire on va dissimuler les eurobonds sous le terme d'investissement. Macron se croit très doué parce qu'il a été à Bercy et que, tout à fait comme tous les Français, on croit qu'on va, en employant les mots qu'il faut employer, on va réussir à tromper le partenaire. Le partenaire, il n'est pas idiot. Donc on va faire des investissements. Mais évidemment, les investissements seront garantis par qui? Par les gens qui ont de l'épargne. Et les seuls qui ont de l'épargne, ben, c'est les Allemands. Donc, alors on dit, on supplie les Allemands mais l'économie allemande ne va pas forcément si bien que ça. Et en ce moment, elle est frappée. Elle est frappée très, très, très gravement. D'autant plus que c'est un peuple de vieillards. Et donc les économies, pour eux, c'est essentiel, puisque c'est leur retraite, c'est là-dessus qu'ils vivent. Et donc ils ont besoin d'avoir, c'est effarant, 155 milliards. Tandis que la France, c'est dans le sens inverse, 65 milliards, déjà, au mois de novembre. Donc on n'en sort pas. Et là, il n'a pas réussi, parce que les Pays-Bas non plus ne veulent pas. Mais les gens ont quand même un tout petit peu le sens des choses. Alors le sommet de Salzbourg, ben, j'y passe rapidement, ça a été la même chose, une catastrophe. Alors là, on voulait mettre au pas Orban, mais Orban, on ne le mettra pas au pas. Orban, il a dit, la Hongrie restera un pays hongrois et ne sera pas un pays de migrants. Bon. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait, ben, à ce moment-là, au mois de septembre, un discours au Parlement européen. On lui a donné que 10 minutes, mais en 10 minutes, il a tout dit. Tout dit. Nous, les Hongrois, nous avons supporté le choc des Turcs. Nous avons supporté en 1956 les chars russes. Nous avons défendu l'Europe, mais l'Europe telle que nous l'aimons, qui est l'Europe chrétienne. Bon. Évidemment, il s'est fait applaudir par les gens que vous devinez, puis il s'est fait haïr par les autres. Bon. Alors la dialectique, maintenant, la dialectique de Macron, c'est maintenant progressiste-nationaliste. Et cette dialectique, on l'a vu ressortir, donc les nationalistes de tous les pays et les progressistes de tous les pays. Et Macron prépare ses élections européennes sur ce thème, et même dans son entourage, il y a des gens qui disent « mais faites attention, parce que là, vous êtes en train de tout miser sur une seule case. C'est extrêmement dangereux, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, et si jamais vous perdez votre panier, tous les œufs seront cassés. » Et progressiste, nationaliste. Et le 11 novembre n'a plus été une fête française, et ça a été la fête de Macron, et du Macron
prophète de la paix et de la paix de demain, et le Macron qui va lutter contre le nationalisme. Et son itinérance mémorielle, c'était ça. Ça voulait dire, oui, bien sûr, je vais me recueillir sur ces tombes, mais des morts inutiles. Des morts inutiles, il a employé le mot, des morts inutiles. Nos guerres civiles, bien sûr, c'était d'une certaine manière une guerre civile. Le pape Benoît XV l'avait dit. Mais ce n'était pas que ça. Nos soldats se sont battus pour leur clocher, leur terre, leur foyer. Plus de généraux, plus de maréchaux. Grotesque polémique sur le maréchal Pétain. Comme si tout le monde ne savait pas que le maréchal Pétain était l'un des très grands vainqueurs de la guerre de 14-18. Même pas Foch, rien. Dans le discours officiel de Macron, pas un militaire, pas un soldat, sauf le clairon de Cellier. Parce que ça faisait bien. Et devant un parterre de gens qui venaient pour célébrer la victoire. Et ce discours il m'a hérissé. C'était du sous-Hugo. Et sa seule référence est à Clémenceau, dont chacun sait que s'il a peut-être gagné la guerre, en tous les cas qu'il a... Bon, il ne faut pas oublier que Clémenceau a été pacifiste jusqu'en 1917. Hein. À partir du moment où il est devenu le président du Conseil, alors oui, là, il a commencé à défendre les généraux. Mais avant, il passait son temps à les attaquer. Pourquoi? Parce qu'il soupçonnait les généraux d'être catholiques. Il faut se souvenir de ça. Puis ensuite, il a loupé la paix, complètement. Tout ça pour obéir à qui? Aux anglo-saxons. Et il ne fallait pas toucher à la Prusse. Mais on défaisait l'Empire d'Autriche-Hongrie. Quand on lui posait « Et l'Autriche, qu'est-ce que c'est ?» Ben, c'est ce qui reste, répondait Clémenceau avec son ironie insupportable. Il faut quand même rétablir les choses. Or, ça devient le grand homme de M. Macron. Je vous lis son... Voilà, il faut se délivrer de nos guerres civiles. Alors ensuite, il termine en disant « Il faut lutter contre le réchauffement climatique. » Vous vous rendez compte? Discours du 11 novembre. L'obscurantisme, les injustices et les inégalités. Et donc, grâce à Clémenceau, la France est devenue la combattante du droit, la combattante de la liberté. La France serait toujours et à jamais le soldat de l'idéal. Je suis désolé, les poilus qui ont défilé derrière les maréchaux en 1919, au grand défilé de la victoire, auquel mes parents ont assisté d'ailleurs. Ils étaient jeunes, ils y ont assisté, et avec toute la foule française, c'était la victoire des armées françaises, comme a très bien expliqué dans un livre magistral qui vient de paraître, le colonel Goya. On en a assez de cette espèce de destruction systématique de notre tradition française. Et donc... Et c'est terrible, parce que le même jour, il a fait donc son congrès, son forum européen pour la paix, et là, il a tenu un langage, mais attendez, je vous le lis, parce que je l'ai noté, c'est incroyable. Le forum de Paris sur la paix. Il a vocation à se reproduire chaque année et à rassembler les chefs d'État et de gouvernement. Donc il va faire ça chaque année. Et je veux remercier toutes celles et ceux, ça c'est dans la grammaire à la Macron, hein, toutes celles et ceux, hein, toutes ceux qui sont ici présents et qui se sont mobilisés, vous voyez, mobilisés. Mais également les représentants des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des pouvoirs locaux, des associations, des entreprises, des fondations, des intellectuels, des journalistes, des activistes, comme vous l'avez aujourd'hui dit, cher Trichat, je ne sais pas qui c'est, cher Trichat, toutes celles et ceux qui font aujourd'hui le monde et qui peuvent le changer. Et je note, avez-vous remarqué, il n'y a plus de peuple ni de nation, surtout il n'y a plus de France. Macron l'enterre le 11 novembre. La France n'existe plus. Et alors le même jour, il fait des communiqués, je vous passe le premier qu'il fait avec Angela Merkel, où il s'occupe de ce qui ne regarde pas, mais le second communiqué était extravagant, avec tous les pontes des organisations internationales, et qui est pour promouvoir donc les approches multilatérales. Inutile de vous dire que ni Trump ni Poutine n'assistaient à ce genre de réunion. Voici le but, je vous cite. Nous partageons une volonté fondamentale d'investir dans les citoyens du monde, et de répondre à leurs besoins et à leurs attentes, ainsi que de relever les défis mondiaux.
Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour construire un avenir sain, prospère, durable et juste pour chacun. Plus de France, plus rien. Alors, eh bien, la scène intérieure, c'est que tout ça se fait maintenant dans des pressions insupportables. Parce que les Français ne vont pas suivre. C'est pas possible. Qui est-il, cet homme, après l'affaire Benalla, qui a quand même révélé beaucoup de choses, et sur lesquelles on ne saura plus rien, vraisemblablement, ou très peu, ou quand ça sortira, ça sera scandaleux. Quel est cet homme qui organise la fête de la musique à laquelle dont vous avez pu voir des photos, avec ce groupe, et cette personne on ne sait pas, dénudée, en train de tenir la première dame de France, enfin, celle qui tient le rang de première dame de France, en faisant un signe qui n'est pas du tout le V de la victoire. On a mis le V de la victoire, pas du tout. C'est parfaitement un signe sexuel, renversé. Et d'ailleurs, on a revu le même signe sur une photo qui vient de paraître récemment, au moment de son déplacement dans les Antilles. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose. Qui est-il? C'est un personnage plus qu'étrange, avec toute cette théorie, toute cette pensée qui est tout son investissement personnel, hein, je pense. Alors il se flatte d'avoir changé le droit du travail. Pourquoi? Pour pas grand-chose. Ces institutions, les institutions qu'il veut promouvoir et qu'on a déjà pratiquement, c'est une représentation qui n'est plus une représentation. Alors c'est vrai qu'on voulait plus les Français étaient lassés de la représentation partisane. Mais au-delà de la représentation partisane, il y avait quand même un certain lien qui pouvait exister entre des députés, des sénateurs. Il pouvait y avoir une certaine représentation des territoires. Moi, je suis très, très, très contre ce régime des partis. Bon, très bien, c'est entendu. Mais là, c'est la société civile. C'est-à-dire, c'est rien. La reine, c'est rien du tout. C'est des garçons et des filles qui sont peut-être sympathiques, mais d'ailleurs qui resteront pas. Et puis, son idée, c'est de faire tourner tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de stabilité politique. Il n'y aura plus que Macron. Et Macron qui va se servir de la France comme d'un tremplin pour une présidence européenne. Mais il va échouer. Il va tomber dans la piscine. Et la fiscalité, qui devient confiscatoire et qui est d'autant plus aberrante. Bon, vous savez que les Français sont les gens les plus imposés du monde. 56% de la richesse française, du PIB français, est entre les mains de la puissance publique. Bon. Pourquoi? Pour les transports que nous avons. Et cette fiscalité, il est en train de la transformer, mais il ne sait pas la transformer. Donc il ne dit pas, on supprime la taxe d'habitation, mais il n'y a pas la compensation. Les maires sont furieux. Et puis par derrière, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi est-ce qu'il laisse dans cette situation-là? Parce que derrière, la haute administration, et il a veillé lui-même à ce que tous les directeurs d'administration soient à sa botte, hein. C'est ça pour lui, c'est sa préoccupation essentielle. Ce qu'il veut, c'est réaliser des guichets uniques, un peu sur toute la France, et particulièrement dans les grandes métropoles. Et c'est ce qui se passe dans le Grand Paris. Le Grand Paris, les gens du Grand Paris, même les hommes politiques de gauche, de droite, tout sont dressés contre la réforme qui est en train de se préparer, parce que le Grand Paris, ça va être la suppression des départements, ça va être la suppression de la proximité. Au profit de quoi? De grandes agences qui seront gérées par des énarques et des polytechniciens éventuellement. Et tout va y passer, ce qui explique le malaise mais profond des maires de France. Et Macron n'a pas eu le courage d'y aller. Il a envoyé Philippe au casse-pipe. Ça prouve la crise, mais extrêmement grave. Et c'est là-dessus que, bon, tout cela, vous le savez, parce que vous l'avez vu, vous le lisez tous les jours dans les journaux. Il y a des théoriciens, le fameux Guy Louis, le géographe, qui a parfaitement expliqué, mais c'est plus grave que ça maintenant. C'est plus grave que ça. C'est pas simplement la périphérie, les métropoles. C'est un pouvoir politique qui devient étranger à son peuple. Totalement étranger à son peuple. D'où, et c'est là ma conclusion, la révolte des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, c'est les inconséquences d'une politique d'État. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, il y a 15 ans, nous avons tous acheté des diesels parce qu'on nous avait recommandé les diesels, que c'était moins cher, etc.
Je crois que d'ailleurs les constructeurs s'étaient arrangés pour que les moteurs diesel deviennent de plus en plus propres, presque plus propres que les moteurs essence, voilà. Mais bon, il y a des gens qui décident. On fait comme si M. Hulot était acclamé par la France entière, mais je pense que c'est profondément faux. Hulot est parti, Colomb est parti, ils sont partis parce qu'ils veulent poursuivre leur carrière. Ils ont très bien compris qu'il fallait quitter un navire qui était en train de sombrer. Et on voit Hulot réapparaître. Mais tout le monde sait que Hulot, en hélicoptère ou en avion, avec son kérosène, pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas le kérosène? Bon, franchement, et pourquoi c'est le plombier qui doit faire la tournée des banlieues avec son véhicule diesel qui doit payer la taxe écologique. Enfin, et alors en plus de ça, il y a la TIPP là-dessus. Enfin, tout ça est un système totalement aberrant, à la française, et il ferait mieux de réformer cela. Alors on parle de jacquerie, mais moi je crois que c'est beaucoup plus profond qu'une jacquerie. Des jacqueries, il y en a toujours eu en France, qui ont toujours été d'ailleurs durement réprimées, et même sous la monarchie. Mais toujours, parce que c'était terrible pour un État central d'avoir affaire au refus de l'impôt. Le refus de l'impôt, c'est terrible. Je me souviens de cet évêque l'évêque de Nantes, au moment des querelles sous la 4ème République pour l'école privée, comment s'appelait-il? Son nom m'échappe, mais il avait décidé du haut de sa chaire la grève de l'impôt. Ouh là là, le gouvernement de la 4ème République avait eu très peur. Si les catholiques font la grève de l'impôt, et pour mettre leur argent, parce qu'il n'y a pas de raison que les catholiques payent deux fois, ils payent pour l'éducation nationale, ils payent pour leurs enfants, pour que leurs enfants aient en fait une éducation à peu près correcte dans des établissements dits libres quand ils sont libres. Et alors, et vous savez que c'est allé jusqu'à Rome, et que ce sont évidemment les démocrates chrétiens qui sont intervenus auprès de Pie XII pour dire il faut faire taire cet évêque, c'est pas bien, la République. Vous savez que malheureusement chez nous, la République est une religion. Elle a pris la place de l'autre. Alors les gilets jaunes, c'est des inconséquences. On paye des inconséquences et des problèmes d'une gravité extrême, c'est-à-dire l'incompréhension. Et alors du coup, ça peut se passer très mal. Bon, à la Réunion, ça se passe mal, mais ça c'est parce qu'il y a des gens qui veulent que ça se passe mal. Mais quand même à la Réunion, c'est dramatique. 25% de la population, et quant aux jeunes, c'est 50-60% sont au chômage. Les gens ne peuvent pas vivre. Et qu'est-ce qui peut arriver à Macron avec la dette qu'il a? Plus de 2000 euros de dette, 2000 milliards d'euros de dette. Une instabilité, une impossibilité de se retourner vers l'Europe. Les Allemands nous regarderont de haut, comme on les a regardés de haut. Alors la réponse de Macron, ça a été oui, mais je ne peux pas faire ce que je peux faire parce que les Gaulois sont réfractaires. Vous vous rendez compte? Ce culot, c'est facile, c'est vrai que le Gaulois est volontiers réfractaire, mais enfin, quelle réponse pour un homme politique? C'est pitoyable. Donc je crois qu'on est à un tournant, nous sommes à un tournant, et c'est peut-être le moment de réfléchir à ce qu'il nous faudrait pour demain. Et en deux mots, qu'est-ce que souhaitent les Français? Ils ne reprochent pas du tout à Macron de vouloir être un homme fort. Le problème, c'est que ce n'est pas un homme fort, c'est un homme faible, on le sait. Les Français voudraient un exécutif fort, ils l'ont toujours souhaité, toujours. À la fin de la Révolution, ils ont été heureux de se jeter dans les bras de Bonaparte. Ça n'a pas été forcément pour le meilleur, mais en tous les cas, ça a arrêté les choses. Et Bonaparte, il a fait toutes les réformes qui étaient dans les cartons des ministres de Louis XVI. Vous le savez, ça, tout. La réforme de la justice, c'était le chancelier Lebrun. Le chancelier Lebrun était tout simplement le commis du dernier chancelier de Maupoux, du dernier chancelier de la vieille monarchie. Le tort de Louis XVI, c'est d'avoir pas fait ses réformes de manière, allez, j'emploie le mot, dictatoriale. Mais à la manière royale, pas despotique. Faire les réformes, c'est ce que les Français attendent. Un pouvoir fort et une véritable représentation. Ils ne sont plus représentés. Sauf, et c'est vrai, dans la plupart, dans les collectivités locales. Et alors, à la condition que ces collectivités locales ne soient pas accablées par le pouvoir central et retrouvent leur liberté, ce qui était en fait la réclamation profonde des maires de France.
Et le grand danger, c'est des intercommunalités qui deviennent des espèces de sociétés anonymes où il n'est plus possible d'avoir ce rapport de proximité. Les Français voudraient être représentés. Et pourquoi? Parce qu'on veut être aimé. On est dans la vie, on est en France pour aimer et être aimé. Et je crois que le problème de Macron, c'est que, oui, lui aussi, il est un peu narcissique, il veut être aimé et aimé, mais il ne sait pas ce que c'est, en fait. Et nous, c'est ce que nous demandons.